longitude 181. La chronique de la mer et des océans de Fréquence Terre, Daniel Krupka. Bonjour, je vous propose de retrouver aujourd'hui Christophe Mahé, océanographe, physicien, qui travaille à l'IRD et qui va nous parler aujourd'hui d'un phénomène dont on entend parler beaucoup dans les journaux, la presse, à la radio, à la télévision, et qui s'appelle El Niño. Et comme ce monsieur est capable de nous expliquer ce qu'il en retourne et les conséquences que cela a sur notre quotidien, eh bien je vous propose de l'écouter. Bonjour Christophe. Bonjour. Effectivement, El Niño, on peut partir d'un petit point historique. C'est un courant côtier qui longe les côtes du Pérou et du Chili, donc en Amérique du Sud, et qui, certaines années, montre des formes d'anomalies, si vous voulez. Donc en fait, ce courant se développe de façon plus forte. Alors comme c'est un courant qui amène des eaux chaudes, il a tendance à repousser vers le large les eaux froides et puis les poissons associés. Et donc les pêcheurs péruviens, constatant ce phénomène à l'approche des fêtes des festivités de Noël, ont appelé ce phénomène El Niño, donc qui était un petit peu une traduction assez générique de l'enfant Jésus pour eux, ce qui leur permettait aussi à l'époque d'avoir une pause dans leurs activités de pêche. Alors El Niño pour nous, qu'est-ce que ça veut dire ? On s'est aperçu dans les années 60 qu'El Niño n'était pas un phénomène côtier ou un phénomène très localisé comme ça, qui touchait des populations très précises, mais qui s'apparentait à un phénomène qui touchait l'ensemble de l'océan Pacifique, notamment à l'équateur, donc c'est-à-dire à peu près depuis les côtes de l'Amérique jusqu'à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc à peu près 10 000 km, et qui résulte de l'interaction entre l'océan et l'atmosphère, et qui va être effectivement capable de perturber l'ensemble du climat terrestre. C'est le premier phénomène climatique au-delà de la saison, au-delà du cycle saisonnier qu'on connaît, les saisons, que ce soit dans les tropiques, des saisons des pluies, saisons des sécheresses, ou dans nos régions, les saisons d'hiver et les saisons d'été. C'est le premier phénomène climatique à échelle de plusieurs années qui a été prouvé, ou tout qu'on pense pouvoir prévoir. Quel est l'impact aujourd'hui pour nous, citoyens d'Europe ? Alors pour nous, citoyens d'Europe, l'impact il n'est pas souvent direct, il est aussi décalé dans le temps. Puisqu'il faut savoir que fait, quand un événement El Niño va passer en événement mature, donc être capable de changer radicalement l'ensemble de la circulation autour du globe, autour de la planète, au niveau équatorial Pacifique, les répercussions qu'il aura sur le climat, par exemple en Europe, arrivera, mais un petit peu après, un petit peu décalé. Et souvent, ce sera plutôt l'hiver suivant qu'on aura, ou l'été suivant qu'on aura des perturbations. Alors elles sont de quel ordre ces perturbations ? Alors, l'El Niño, un phénomène qu'on connaît bien à travers les interactions océan-atmosphère, a aussi effectivement un certain nombre de conséquences qui se répètent systématiquement à chaque événement. Et donc, en général, les hivers en Europe, par exemple, seront plus rudes de 1 an ou 2 ans après. Et ça veut dire aussi en contrepartie des périodes de sécheresse ailleurs ou au même endroit ? Tout à fait. Alors, les premiers pays, évidemment, à être touchés par ce phénomène, dont le cœur est dans le cœur de le centre de l'océan Pacifique, ce sont évidemment l'ensemble des pays du pourtour de l'océan Pacifique, en particulier le Pérou et les déserts du Pérou, par exemple, dont on sait que pendant les événements El Niño, en fait, des précipitations vont arriver sur ces déserts et on voit fleurir littéralement ces déserts, donc qui donnent souvent des photos extraordinaires de voir des myriades de fleurs dans des déserts vraiment très, très arides, tels qu'au Pérou. Et donc, de l'autre côté de l'océan Pacifique, par exemple, les Australiens sont aussi très sévèrement touchés en général par les phénomènes El Niño, que ce soit par une accentuation des précipitations et donc des inondations potentielles, ou par des sécheresses très importantes qui, en général, diminuent l'effet ou accentuent l'effet des feux de forêt. Donc, c'est pas El Niño qui produit ces feux de forêt, mais par contre, comme les précipitations habituelles ne sont plus aux mêmes régions, effectivement, les sécheresses se développent et puis les feux de forêt s'amplifient de façon importante. Donc finalement, El Niño, c'est un déclencheur, ça crée par cascade et par conséquence en fait des phénomènes climatiques importants pour des populations qui en sont éloignées, on peut dire ça. On peut dire ça, effectivement. Alors, c'est un phénomène propre du climat terrestre, c'est un phénomène naturel du climat. Il existait avant que l'homme, ait une activité forte sur le climat ou pas. C'est un phénomène naturel qui a ses répercussions, effectivement, sur l'ensemble de la planète. Donc, on a même trouvé des signaux géophysiques qui enregistrent les variations liées à El Niño jusqu'en Antarctique. Dans les glaces de l'Antarctique, on peut retrouver des signaux qui correspondent à la variabilité du type El Niño. Alors est-ce qu'aujourd'hui le réchauffement climatique a un impact sur El Niño et entraîne justement peut-être une force, si je peux dire ça comme ça, une force plus importante et donc des conséquences plus importantes ?
Alors vraiment une question qui est très ouverte dans la communauté. En fait, on se doute qu'il va y avoir une relation entre le réchauffement climatique et El Niño, mais actuellement il n'y a pas de grand consensus sur ça. C'est vraiment une question qui est très ouverte dans la communauté scientifique. On suppose que on va modifier, si vous voulez, l'état moyen de l'océan, donc rendant l'océan un peu plus chaud, va peut-être favoriser des événements plus fréquemment. Donc on pourrait modifier la fréquence et modifier l'amplitude. Mais de nouveau, on n'a pas de certitude et on en a encore un petit peu moins sur le fait que les répercussions des événements El Niño, même si leur nature change, seront peut-être pas changées. Donc on aura de toute façon toujours cette variabilité climatique qui touchera la Terre. Mais c'est très intéressant, on a appris beaucoup de choses sur El Niño aujourd'hui, donc ce qu'il faut espérer c'est que vous aboutissiez justement pour savoir si effectivement il y a une relation à terme ou pas entre El Niño et le réchauffement climatique et les conséquences pour nous sur le terrain, je veux dire chez nous. Donc ça c'est une partie importante. On a une idée, un horizon où on saura un peu mieux ce genre d'informations ? Alors disons c'est un processus un petit peu long et qui nécessite un consensus en général de la communauté. Dans le cadre du réchauffement climatique, d'ailleurs, l'ensemble de la communauté internationale a développé un certain nombre de modèles et on va dire que de plus en plus ces modèles convergent vers effectivement une réponse à peu près homogène de l'ensemble de ces modèles. En réponse au changement climatique, El Niño serait donc plus fréquent et plus fort. Mais de nouveau, il faut faire attention, ce sont comme des prévisions, exactement au même sens que les prévisions météorologiques, sauf que là, ce sont sur des phénomènes à plusieurs années. Mais comme toute prévision, il y a une barre d'erreur, et malheureusement, la barre d'erreur, pour l'instant, on n'arrive pas encore à la réduire suffisamment. Bon, écoutez, bonne chance, et puis on espérera qu'on aura toutes ces réponses très bientôt, et puis on aura l'occasion de vous réinviter à ce moment-là. Merci beaucoup Christophe, à bientôt. Il n'y a pas de souci, ce sera un plaisir. Merci à vous. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.